Ok. Et Ok. ça tourne. Est-ce que déjà tu peux te représenter? C'est bon pour toi, Clément? Ok. Richard Boudia, je travaille depuis 3 mois chez Foil & Co. Je suis passionné de sport nautique au sens large du terme. J'ai commencé mes activités nautiques par la planche à voile, puis beaucoup de kitesurf, puis beaucoup de paddle et de surf à la fois. Et enfin, avec l'apparition du foil, du surf foil, du wing foil, etc., je me suis collé à tout ça aussi. Donc je suis un petit peu à fond sur ces dernières activités autour du foil. C'est vraiment ce qui occupe la majeure partie de mon temps. Je fais aussi beaucoup de downwind, qui est certainement une de mes activités préférées. Alors je connaissais un petit peu la pratique du downwind en paddle de race. J'y trouvais de l'intérêt, mais sans avoir le niveau d'excitation qui fasse que j'ai envie de m'investir pleinement dans cette pratique. Donc j'avais voulu y goûter malgré tout. Ça se faisait avec des grandes planches, 14 pieds dans l'idéal, voire même plus long. Et il y a quelques années de ça, on a commencé à voir quelques images sur les réseaux sociaux là, de quelques pratiquants à Hawaï qui ont commencé à poser un foil sur des grandes boards de downwind comme ça. Et c'est vrai que ça a ouvert un tout nouveau monde sur ce qu'on pouvait espérer en termes de pratique de downwind, c'est-à-dire générer beaucoup de maniabilité, ce qui n'est clairement pas la force des grandes planches de paddle classiques. Non seulement de la maniabilité, mais aussi de la vitesse, de la capacité à carver, à jouer avec l'élément au large, c'est-à-dire sans subir le monde. Et on peut clairement considérer que c'est une activité sur laquelle il y a une source de plaisir qui est juste totalement illimitée en fait. On n'est pas encombré par les autres pratiquants, pas du tout même. Et on peut faire la distance qu'il faut, donc on ride jusqu'à épuisement ou totale satiété. C'est clairement une activité qui génère un niveau de satisfaction qui est, je pense, supérieur à la moyenne d'autres activités comparables. Je pense que les pionniers, en tout cas du downwind en foil, pour moi c'était Kyle Hennig, je pense, qui a fait les premières images en foil au large en démarrant à la rame. This is the future and this is all I want to do. Assez rapidement, ça a fait clairement fantasmer pas mal de gens, je pense, dans le milieu, parce qu'on s'est rendu compte qu'on allait pouvoir exploiter vraiment des sources d'énergie qu'on pensait peut-être plus difficilement exploitables jusqu'à présent. Et en tout cas, en démarrant avec une source d'énergie naturelle. Et c'est peut-être là la grosse différence, en démarrant à la rame. Et c'est vrai que ça change pas mal la donne. Il y avait tout un tas d'images qui étaient faites dans la houle, en fait en foil jusqu'à présent, mais qui étaient faites en tracté ou tracté par une voile ou quoi que ce soit. Et sinon, il y avait bien évidemment, et Bruno André, c'en est l'exemple le plus parfait, il a exploité des vagues sur des spots de surf en subfoil depuis une éternité, littéralement, donc plus qu'un pionnier sur cet aspect-là. Et c'est vrai que la transposition sur ce qui est capacité à exploiter la houle au large élargit encore le champ, encore plus en fait, de ce qu'on peut exploiter, parce que naturellement, on s'enlève complètement la problématique du monde. La houle, c'est quelque chose qui est présent sur absolument toutes les mers et tous les océans au monde. On n'a plus besoin d'aller sur un spot, en fait, c'est la grosse différence. C'est plus un spot de surf, le spot c'est l'océan, ou ça peut être aussi un grand lac, ou quoi que ce soit. Je pratiquais pas mal sur un gros étang aussi, ça fonctionne très bien avec du vent fort sur un des étangs qui sont assez grands. C'est vraiment l'élargissement des spots de pratique qui rend cette pratique très intéressante, parce que on se retrouve tous à habiter pas si loin que ça d'un spot intéressant pour pouvoir en faire. Ouais, parce que pour toi, du coup, l'avantage un peu, enfin peut-être pas numéro 1, je sais pas trop. Numéro 1, c'est les sensations, peut-être, mais c'est surtout le fait de pouvoir s'éloigner du monde, en fait. C'est cette partie-là qui est... Alors l'éloignement par rapport à la côte, en fait, c'est vraiment ce qui donne la dimension aventure. Ça c'est clair, c'est vraiment la grosse différence peut-être par rapport à certaines autres activités qui vont se passer beaucoup plus sur le bord de la plage. C'est que dès qu'on est à quelques centaines de mètres du bord, il y a un peu une dimension aventure, il y a la couleur de l'eau qui change un petit peu, il y a moins de densité de pratiquants, il n'y a pas de baigneurs, c'est un autre environnement. Et c'est vrai que ça ajoute clairement de la saveur à l'activité. On se sent vraiment un peu plus au milieu de l'océan sans être réellement très éloigné des côtes. C'est pas du tout le but du jeu, de s'en éloigner le plus possible. Mais on peut vraiment lécher la côte en ayant une vision de la côte d'ailleurs qui est totalement différente de celle qu'on a quand on ride dans une baie ou vraiment au bord de la plage. On redécouvre des endroits avec un œil totalement différent. Et c'est vrai que le fait de pouvoir exploiter de la houle plutôt qu'une vague, c'est beaucoup moins limitant parce que la houle est littéralement illimitée. Tu as l'impression de rentrer dans un restaurant
buffet campagnard à volonté, et de savoir que tu vas ressortir absolument full, avec aucun doute là-dessus, en fait. Et ça, c'est une sensation qui est assez rare finalement dans nos activités de manière générale. Du coup, le downwind, la pratique d'origine, en fait, elle se fait à la base, du coup, avec des grandes planches de paddle. Ça existe aussi sur des canots, des pirogues hawaïennes, etc., les OC4, OC2 et tout ça. En wave ski aussi, donc sur des kayaks de mer. Donc il y a vraiment une culture downwind qui existe depuis très longtemps. Ça se pratique aussi en prône. C'est des grandes planches, des immenses planches de surf destinées à la haute mer, en fait, en gros, enfin à l'activité au large. Et donc c'est des grandes planches de surf, mais qui ne sont pas destinées à surfer des vagues, mais plus à surfer de la houle et à se déplacer rapidement. Mais il y a une culture vraiment développée de ce type de pratique depuis longtemps. Il y a un gros background en fait qui existe. Il y a vraiment une histoire derrière tout ça. Moi, les premiers downwind que j'ai effectués en foil, je les ai faits en 2017, je me rappelle bien. Donc c'était un peu avant la wing en fait. Donc j'avais même pas découvert les downwind en wing. C'est vrai que maintenant c'est une pratique qui est vraiment en train de se développer. Et ça a vraiment changé la donne. Mais c'est vrai que la wing, ça te permet de donner accès à cette pratique. C'est un super moyen de mettre le pied à l'étrier et de développer son niveau de pratique et à terme, possiblement d'ailleurs, de se mettre au subfoil et qui est peut-être un peu la pratique ultime, je dirais, à ce niveau-là. L'apparition de la wing a rendu accessible cette pratique downwind. Et du coup, même après, ceux qui ont pratiqué que la wing s'ouvrent au sup. Complètement. C'est vraiment le cercle qui s'inverse un peu, quoi. Donc la wing a rendu accessible. C'est exactement ça, parce qu'en fait, la wing permet de démarrer. Du coup, le gros de la difficulté en downwind, en subfoil, c'est la capacité à démarrer au large. Comme il n'y a pas de vagues déferlantes au large, très très peu, et c'est assez technique au début de démarrer dans cet environnement où il n'y a que de la houle quasiment. C'est très peu pentu, donc il faut développer pas mal de vitesse à la rame pour pouvoir envisager de démarrer. Et il y a aussi un choix de type de bump, on appelle ça un bump, c'est une sorte de petite vaguelette qui va être un peu plus pentue que les autres, qu'il va falloir qu'on sélectionne sur le plan d'eau pendant qu'on est au large, et dans laquelle on va pouvoir envisager de démarrer. On ne peut pas démarrer dans n'importe quel moment en fait, au large. Il y a vraiment un timing qui au début n'est pas si évident que ça à lire, mais au fur et à mesure, on arrive à comprendre dans quel type d'environnement on peut déclencher les quelques coups de rame plus toniques pour pouvoir envisager de monter dessus. Pour parler des autres moyens de faire du downwind, il y a aussi une pratique qui est très intéressante, qui est peut-être un peu plus liée à des qualités de spot bien particulières. Mais on peut faire aussi du downwind en surfoil aussi, donc du coup en démarrant sur une vague du coup de bord de plage. Et quand on a du vent de côté sur une grande plage, en fait, en gros, on peut très bien démarrer sur une vague en surfoil, sortir en pompant quelques dizaines ou quelques centaines de mètres au large en surfoil, et ensuite longer la côte, du coup en exploitant la houle de vent qui va être perpendiculaire à la côte en fait. Donc ça c'est aussi un autre délire. On appelle ça des shore runners en fait, donc des runs le long de la côte, ni plus ni moins. La règle c'est de un peu moins s'éloigner du bord que ce qu'on pourrait se permettre en sup, puisqu'on ne peut pas redémarrer, sauf cas exceptionnel, redémarrer au large en surfoil. Donc en cas de chute, il faut revenir au bord, donc nager quelques dizaines de mètres ou quelques centaines de mètres pour redémarrer sur une vague qui va déferler et ensuite se réécarter de la côte. Mais c'est un truc intéressant aussi. L'avantage aussi, c'est que ça peut se pratiquer sur des spots, sur n'importe quel spot en fait, Exactement. Complètement différent. Avec un niveau de pratique très correct, on peut à terme pratiquer à peu près partout en fait, dans la réalité, puisqu'on a besoin juste d'une petite houle de vent de 60 cm minimum, je dirais, et un vent raisonnablement soutenu. Ça peut se pratiquer avec du vent très modéré s'il y a un petit peu de houle résiduelle, mais je dirais qu'une vingtaine de nœuds en moyenne, à partir d'une vingtaine de nœuds, on a des conditions qui sont assez propices. Alors il y a plein de cas de figure, il y a plein de cas particuliers, il y a des spots qui rendent cette activité extrêmement accessible, d'autres qui vont la rendre plus technique, mais de manière générale, ça se pratique à peu près dans toutes les régions du globe et dans toutes les régions françaises, avec des conditions qui vont être plus ou moins challenging en fonction de son niveau de pratique, de la taille de la houle. La taille de la houle, les houles fortes ont tendance à rendre la pratique plus technique plutôt que plus facile, contrairement à ce que pas mal de gens pensent. L'idéal pour débuter dans des conditions faciles, c'est un vent soutenu, plus de 25 nœuds on va dire, jusqu'à peut-être 35 nœuds. Au-dessus, ça rend presque un petit peu les choses plus compliquées pour d'autres aspects. Et puis une houle entre 60 cm et 1,50 m, c'est à peu près
idéal et à peu près ce qu'il y a de plus accessible. Après des très fortes houles, ça se ride sans problème pour quelqu'un d'expérimenté. Et plus petit en houle, ça se ride aussi sans problème pour quelqu'un d'expérimenté. Hein. Ça rejoint un petit peu les caractéristiques de pratique de tous les autres sports de notre milieu, hein, où les conditions extrêmes sont souvent réservées aux bons pratiquants. Ils ont la technique pour pouvoir s'adapter à toutes ces conditions un peu marginales. Les pratiquants avec des niveaux un peu plus modérés en général, il faut qu'ils se cantonnent à des conditions qu'on va considérer comme idéales. Et pour le downwind, c'est à peu près ça, ouais, entre 20 25 nœuds et 35 nœuds et une houle modérée. Pour reparler de la houle modérée d'ailleurs, il y a aussi l'intervalle de vagues, donc la période, ce qu'on appelle la période des vagues. Plus c'est éloigné, donc plus c'est un swell qui va être un ground swell, comme on le dit, les swells un peu en général idéal pour générer des vagues puissantes en surf. Et ben, c'est les houles qui vont être plus difficiles à exploiter pour quelqu'un avec un niveau modéré en downwind, parce qu'elles ont des vitesses de déplacement qui sont extrêmes au large, parce qu'elles ne sont pas freinées par le fond, par la côte. Donc du coup, beaucoup plus difficile de matcher la vitesse de la houle en foil quand on a des vitesses de houle qui sont énormes. C'est pour ça que les conditions les plus faciles, c'est avec du wind swell et non pas avec du ground swell. Donc des périodes de vagues autour de 10 secondes, 10-12 secondes maximum. Et tout ce qui va être en dessous, ça va rendre la pratique plus facile. En gros, on est sur des vitesses de houle qui vont être plus modérées. Donc ça va être beaucoup plus facile de démarrer dans ce type de houle parce que plus facile de matcher la vitesse de la houle avec sa planche ou avec sa wing en fait, pour démarrer sereinement. C'était où ta meilleure session de downwind, ou un spot qui t'a vraiment marqué? Alors moi c'est un peu particulier parce que je presque été m'installer spécifiquement sur un endroit où le downwind est roi. J'habite du côté de Sifour et il y a une énorme culture downwind là-bas. Un des pionniers du downwind d'ailleurs, français et même mondial, hein, qui est basé là-bas depuis un petit bout de temps. Il s'appelle Didier Lenail et c'est un de mes collègues de ride avec qui je passe le plus de temps à la flotte. Et c'est sûr que c'est une région qui est bénie pour ce type de pratique. On a plein de parcours à toutes les distances avec des conditions modérées comme ultra musclées. Et ça permet de pratiquer très régulièrement, autant en wing qu'en subfoil. Ça pratique toute l'année, donc vraiment intéressant. Il y a toutes les conditions, une énorme variété. Je pense qu'on s'est généré là, avec Didier et quelques autres pratiquants par là-bas. Il y a une vraie belle culture maintenant de ce sport qui est né. Il y a aussi une culture de ce sport, de cette activité d'ailleurs qui existe en Bretagne Sud, du côté de Concarneau, je crois, il me semble. J'ai un petit peu échangé avec quelques collègues, là, je compte bien les voir d'ailleurs cette semaine pour pratiquer un petit peu avec eux. Il y a d'autres endroits aussi, dans le nord, près de Dunkerque aussi, il y a quelques pratiquants, en rade de Brest. Donc il y a plein de pôles en fait un peu partout en France et partout dans le monde qui entrent un peu en communication d'ailleurs les uns avec les autres. Moi j'échange pas mal avec des mecs d'Hawaï aussi, il y a une grosse culture downwind à Tahiti aussi, aux US dans les gorges, bref, et en Australie aussi. Bref, c'est en train d'exploser un petit peu partout. C'est une pratique qui était jugée comme élitiste jusqu'à il y a peu de temps. Mais on est vraiment en train de faire tous les efforts qu'il faut pour l'ouvrir à un public plus large, que ce soit en wing, en subfoil, en surfoil. Et ça va changer littéralement la vie de pas mal de gens, je le pense très sincèrement, parce que ça va leur ouvrir un champ d'action bien plus grand que ce à quoi ils ont accès actuellement, je pense. C'était une très belle conclusion, mais le monsieur est passé dans le champ.